Le bois, on a tendance à le voir comme un simple matériau, n'est-ce pas? Et si en fait c'était bien plus que ça, une force qui a littéralement sculpté notre monde, nos sociétés. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, quel est le point commun entre une forêt préhistorique et nos meubles en kit? Ça peut paraître un peu étrange comme question, je vous l'accorde, mais c'est justement ce lien entre l'histoire la plus profonde de notre planète et notre quotidien qu'on va tenter de démêler. Allez, pour commencer, on va remonter le temps. Et quand je dis remonter, je veux dire très très loin en arrière. On va aller voir à quoi ressemblait la planète avant nous, quand les forêts vivaient à leur propre rythme, un rythme géologique. Pendant des milliers d'années, la Terre a en quelque sorte respiré au rythme du climat, et les forêts, elles, n'ont fait que suivre ce grand mouvement de balancier. Il y a 18 000 ans, par exemple, en plein air glaciaire, elles s'étaient réfugiées dans le sud, pour ainsi dire. Et puis le climat se réchauffe, l'Holocène commence, et là, c'est parti, la grande reconquête. Les arbres reprennent possession des continents, jusqu'à atteindre leur apogée il y a environ 8 000 ans. Et puis, au milieu de ce grand cycle naturel, un nouvel acteur entre en scène. Nous, l'humanité. Et à partir de là, les règles du jeu vont commencer à changer. On va voir comment l'être humain a commencé à modeler la forêt pour ses propres besoins. Le vrai basculement, le voilà, la révolution néolithique. C'est le moment où on se sédentarise, où on invente l'agriculture. Et pour cultiver, il faut de la place, donc on commence à défricher. C'est le début d'une toute nouvelle histoire. Pour la toute première fois, ce n'est plus le climat qui fait reculer la forêt, c'est la main de l'homme. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette histoire n'est pas à sens unique. Regardez cet exemple, le Cosmé géant en France. En 1840, c'est un paysage ouvert, des champs, des pâturages. Et à peine 150 ans plus tard, hop, c'est la forêt qui domine. L'activité principale est passée de l'agriculture à la sylviculture. Ça montre bien à quel point la forêt est vivante, dynamique et directement connectée à nos choix de société, à notre économie. Ok, maintenant on fait un énorme bond dans le temps. On arrive à une période beaucoup plus proche de nous, les 60 dernières années. Et là, l'histoire des forêts, elle se signe littéralement en deux. On va parler d'une véritable fracture planétaire. Si on regarde la période 1961-1990, à l'échelle mondiale, on pourrait se dire, bon, ça va, c'est à peu près stable. Le recul est minime. Mais attention, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, car si on zoome un peu, on voit que ça bouge déjà beaucoup. En Europe, par exemple, la forêt regagne du terrain, alors qu'en Asie du Sud-Est, le déclin a déjà commencé. Et après 1990, là, c'est le grand chambardement. La carte qui s'affiche est spectaculaire. Elle parle d'elle-même. D'un côté, en rouge, une déforestation qui s'emballe en Amérique du Sud, en Afrique, et de l'autre, en bleu, un reboisement net en Chine, une reprise aux États-Unis. L'histoire s'est complètement cassée en deux. Voilà donc le cœur du sujet aujourd'hui. On a deux histoires complètement différentes qui s'écrivent en même temps. Au nord, on a des forêts qui regagnent du terrain, souvent des plantations d'ailleurs. Et au sud, c'est la perte dramatique des forêts primaires, les plus anciennes, les plus riches. C'est un peu comme si, pour verdir son propre jardin, le nord avait délocalisé sa déforestation vers le sud. Et voilà ce qu'on risque de perdre. Cette carte, ce sont les poumons de notre planète. Les derniers grands paysages forestiers intacts, sauvages. Où sont-ils? Principalement dans les grandes forêts boréales et surtout en Amazonie et dans le bassin du Congo. Et le drame, c'est que c'est précisément là que la menace est la plus grande aujourd'hui. Ok, mais qu'est-ce qui alimente toute cette pression? Quel est le moteur derrière tout ça? Pour le comprendre, il faut qu'on plonge dans l'économie du bois. Comment on le récolte, à quoi il sert et comment il voyage à travers le monde. Et là, on a une première surprise. Quand on pense bois, on pense meubles, charpentes, papier. Mais regardez ça, la moitié, je dis bien la moitié de tout le bois coupé dans le monde sert encore à faire du feu. Pour se chauffer, pour cuisiner, c'est un partage parfait, 50-50, entre le bois énergie et le bois pour l'industrie. Et cette répartition 50-50, elle recoupe parfaitement la fracture nord-sud qu'on a vue tout à l'heure. D'un côté, dans les pays tropicaux, une très forte dépendance au bois de chauffage, un usage local, de survie. Et de l'autre, la production de bois industriel, qui, elle, est massivement concentrée dans les pays du Nord, les zones tempérées et boréales. Si on zoome maintenant sur le bois industriel, l'histoire est aussi très parlante. Pendant des décennies, des années 60 aux années 90, on a une croissance régulière, tranquille, et puis, à partir des années 2000, c'est l'explosion. Une véritable explosion de la production de panneaux de bois. Vous savez, l'aggloméré, le MDF, tout ce qui compose nos meubles, nos cuisines. Même la crise financière de 2008 n'a été qu'un petit hoquet dans cette croissance folle. La question est simple, mais qui consomme tous ces panneaux? Où est-ce que ça finit tout ce bois? Pour avoir une idée, il suffit de regarder un acteur que tout le monde connaît, IKEA. C'est l'exemple parfait de cette globalisation du bois. Les usines sont principalement en Europe de l'Est, en Russie, et de là les meubles partent dans les magasins du monde entier. C'est vraiment l'archétype de ces flux mondiaux.
Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, 1%, cette seule entreprise consomme à elle seule 1% de tout le bois commercialisé sur la planète. C'est tout simplement gigantesque. Forcément, face à une consommation pareille, la question de la durabilité se pose. Comment faire pour que nos forêts ne disparaissent pas? Ça nous amène à notre dernière partie, la recherche de solutions, les tentatives pour gérer tout ça de manière un peu plus raisonnée. Alors, l'une des réponses qui a émergé, ce sont les labels, les fameuses éco-certifications. En gros, il y en a deux grands qui se tirent la bourre, le FSC et le PFC. C'est un peu deux philosophies différentes. D'un côté, le FSC, poussé par les ONG, avec des règles écologiques très très strictes. C'est exigeant, c'est cher. De l'autre, le PFC, qui vient plutôt du monde des forestiers européens, avec une approche plus souple, plus régionale, et donc plus facile d'accès pour les petits propriétaires. Le système semble bon sur le papier, mais il y a un problème, et il est de taille. Regardez cette carte. Où sont les forêts certifiées? En Europe, en Amérique du Nord, en Russie, bref, à presque 90%, elles sont dans l'hémisphère nord. Le système s'applique donc massivement là où le problème de la déforestation est le moins grave, et il est quasi absent des zones tropicales, là où il y a vraiment urgence. En résumé, ces certifications ont des limites très claires. D'abord, elles ratent leur cible principale, les forêts tropicales les plus menacées. Ensuite, leurs critères sont souvent pensés pour le nord et pas du tout adaptés aux réalités du sud. Le coût aussi est un obstacle énorme pour les petits producteurs. Et au final, ça peut même devenir un avantage pour les gros industriels, les seuls qui ont les moyens de se payer le label. Heureusement, face aux limites de ces grands systèmes mondiaux, il y a autre chose qui est en train de naître. C'est le retour au local. On voit apparaître un peu partout des labels de territoire, Bois des Alpes, Jura supérieur, etc. L'idée elle est toute simple, revenir à des circuits courts, savoir d'où vient le bois qu'on achète, et finalement recréer le lien entre l'objet qu'on a entre les mains et la forêt dont il est issu. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question immense. Notre appétit mondial pour le bois, pour les meubles, pour les maisons, est-ce que tout ça est compatible avec la santé des forêts? Est-ce qu'on peut avoir les deux? Ou est-ce qu'on est condamné à faire un choix? C'est sans doute l'un des plus grands défis qui se posent à nous.